La force anti-djihadiste G5 Sahel a lancé sa toute première opération au Niger. Quelques problèmes logistiques sont à noter. Élection présidentielle en Égypte, l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali a lancé sa campagne lundi lors d'une conférence de presse au Caire. Contre le trafic de stupéfiants au Nigeria, les autorités ont détruit plus de 54 tonnes de stupéfiants lundi à Kano. Merci de rester fidèle au programme de Sika TV. Chers amis téléspectateurs, bienvenue. Au Niger, la toute première opération de la force conjointe G5 Sahel, qui mobilise quelques 500 soldats nigériens, burkinabés et maliens, s'est heurtée à des problèmes logistiques, mais pas insurmontables. C'est ce qu'a déclaré ce lundi le colonel-major nigérien Mahamadou Moukaïla, qui commande la région centre du G5 Sahel. Voici le reportage. Officiellement fondé en juillet, le G5 Sahel, qui a pour mission une réponse militaire régionale coordonnée aux groupes djihadistes qui se jouent des frontières, en est à ses balbutiements. Selon le colonel-major nigérien Mahamadou Moukaïla, qui commande depuis Niamey la région centre du G5 Sahel, ce sont des problèmes essentiellement d'ordre logistique sur un terrain désertique difficile. Depuis le début de l'opération jusqu'à aujourd'hui, connaissant un peu la zone, nous avons rencontré quand même quelques petits problèmes d'ordre logistique qui ont trouvé solution au fur et à mesure. Et bien sûr, d'autres problèmes, bien sûr, que nous allons relever plus tard. En termes de force de défense, par exemple, c'est avoir les moyens nécessaires, communication nécessaire et l'entraînement nécessaire qui va avec. Et bien sûr, un accroissement de plus en plus grand de nos effectifs sur le terrain, pouvoir mieux rayonner dans les zones par rapport à la modicité des moyens de nos pays. Nous avons mené cette opération-là d'abord en comptant sur nos propres forces, mais bien sûr en relation avec un certain nombre de pays partenaires, notamment la France, à travers la force Barkhane qui nous aide sur le terrain. La force conjointe prévoit atteindre d'ici mars 2018 une capacité de 5000 hommes répartis en 7 bataillons, 2 pour le Mali et le Niger et 1 pour le Tchad, le Burkina Faso et la Mauritanie. Nouveau rebondissement dans le scrutin présidentiel kenyan. Il est une fois de plus contesté devant la justice. 4 dossiers ont été déposés à la Cour suprême hier lundi, date limite pour les recours. On fait le point à travers cet élément. Le délai pour les recours dans le cadre de l'élection présidentielle kenyane est expiré depuis ce lundi. Il s'est soldé par le dépôt de 4 dossiers contestataires à la Cour suprême. Le scrutin est donc une fois encore contesté en justice. Les plaignants sont arrivés dans les dernières heures du compte à rebours. Parmi eux, l'ancien député Haroun Mouo, pour qui l'annulation de l'élection aurait dû impliquer la reprise de tout le processus électoral. 2 défenseurs des droits de l'homme ont eux aussi listé un tas de griefs contre la commission électorale, dont ils remettent la compétence et la partialité en question. Une association baptisée Black Flag Movement a également déposé un recours contre l'IEBC, Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. Le groupe se dit apolitique, issu des classes pauvres. Autre dépositaire, l'organisation Institute of Democratic Governance, qui de son côté a lancé une procédure contre 5 leaders de l'opposition, dont Raila Odinga. L'organisation non gouvernementale les accuse d'avoir causé les violences électorales et demande qu'ils soient poursuivis devant la justice. En août dernier, rappelons-le, la présidentielle kenyane avait été annulée par la Cour suprême, entraînant un nouveau scrutin le 26 octobre dernier, à l'issue duquel le président Kenyatta a été réélu président.
Présidentielle toujours, mais cette fois-ci au Libéria, où la Cour suprême a suspendu l'organisation de l'élection. Cette décision a suscité des réactions dans les différents camps politiques. Charles Bromskin et Joseph Boakai, arrivés respectivement 3e et 2e au premier tour du scrutin, demandent un renouvellement de la commission électorale, alors que le camp de George Weah, qui a pris acte de la décision, entend profiter de cette suspension pour mieux préparer le second tour de scrutin. Un reportage. Les réactions dans les différentes chapelles politiques ne se sont pas fait attendre dès l'annonce de la décision de la Cour suprême au Libéria. La juridiction a suspendu lundi l'élection du nouveau président libérien en ordonnant à la Commission électorale nationale d'examiner un recours d'un parti d'opposition. Le chef du Parti de la Liberté, Charles Bromskin, initiateur du recours devant la Cour suprême, satisfait de cette décision, demande au Conseil des commissaires de la Commission électorale nationale de se récuser sur la base de la plainte de fraude électorale déposée par son parti. Non, nous ne sommes pas à l'aise et mes avocats vont demander aux commissaires de se récuser parce qu'ils ont déjà préjugé sur les preuves et l'affaire. Il ne s'agit pas de Charles Bromskin, il ne s'agit pas du Parti de la Liberté. Il s'agit de quelque chose de plus grand que nous tous. Il s'agit de notre pays qui comprend tous les Libériens, même ceux qui s'opposent maintenant à nos moindres gestes. L'actuel vice-président Joseph Boakai, arrivé 2e au premier tour de la présidentielle, qui soutient le recours en justice lancé par Charles Bromskin, demande l'assainissement de la commission électorale qu'il juge biaisée. Le second tour est soumis à la condition que les irrégularités que nous avons observées soient prises en compte et corrigées. Si ça finit par arriver et que la commission électorale est remaniée, alors, à ce moment-là, nous pourrons aller au second tour. La coalition pour le changement démocratique de George Weah a pour sa part déclaré qu'elle profitera de la décision de la Cour pour mieux se préparer. C'était pressenti et maintenant c'est confirmé. Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe a limogé ce lundi son vice-président Emmerson Mnangagwa. Un limogeage interprété par l'opposition comme une manœuvre destinée à ouvrir la voie à la première dame pour succéder le moment venu au chef de l'État. Imagissons. C'est officiel. Le président zimbabwéen Robert Mugabe a mis sa menace à exécution. Il a limogé son vice-président Emmerson Mnangagwa, considéré comme l'un de ses successeurs potentiels, et ce, après lui avoir lancé au début du mois d'octobre un premier avertissement en lui retirant le portefeuille de la justice. L'annonce du limogeage d'Emmerson Mnangagwa a été faite ce lundi par le ministre de l'Information devant la presse à Harare. Le vice-président a systématiquement et constamment fait preuve de manque de loyauté, de manque de respect, de malhonnêteté et de manque de sérieux. Son Excellence le président camarade Mugabe a exercé son pouvoir de relever avec effet immédiat l'honorable vice-président Mnangagwa de ses fonctions de vice-président de la République du Zimbabwe. Il a également fait preuve de peu de probité dans l'exécution de ses responsabilités. La destitution d'Emmerson Mnangagwa, surnommé le crocodile pour son caractère impitoyable, intervient après des semaines de tension au sommet de l'État entre lui et la première dame Grace Mugabe, alimentée par une mystérieuse rumeur d'empoisonnement. Ce lundi, le gouvernement n'a pas immédiatement annoncé le nom du nouveau vice-président, un poste clé puisqu'il occupe les fonctions de chef de l'État en cas d'incapacité, maladie, démission ou décès du président. Rappelons que l'épouse du président Robert Mugabe a annoncé ce dimanche qu'elle était prête à succéder à son mari. Direction l'Égypte où l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali, célèbre pour avoir mené une bataille judiciaire contre le régime du président Abdel Fattah al-Sisi, a lancé ce lundi sa campagne pour l'élection présidentielle prévue au printemps 2018. C'était lors d'une conférence de presse au Caire dont voici les détails. Candidat à la présidentielle de 2012, l'avocat défenseur des droits de l'homme Khaled Ali
figure populaire de la révolution du 25 janvier 2011, a annoncé lors d'une conférence de presse au Caire sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Connu pour son engagement au sein d'ONG et de son parti laïque Paix et Liberté, l'avocat s'est imposé comme la figure principale de l'opposition au régime du président Sisi, qui dirige le pays d'une main de fer depuis 2014. L'Égypte est dans une crise dans laquelle le pays ne peut s'échapper sans la participation et la solidarité de tous ses fils. Après 4 ans de règne d'Abdel Fattah al-Sisi et 5 ans après avoir demandé le mandat du peuple dans la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'État égyptien contre l'effondrement, les institutions de l'État sont dans un état dangereux, fracturées et perdent professionnalisme et compétences. Les élections présidentielles sont pour nous une lutte qui vise à raviver l'intérêt du peuple pour la responsabilité de la gouvernance, son droit de choisir son dirigeant et sa responsabilité sans falsification de sa volonté et de faire un pas sur notre propre chemin. Khaled Ali a toutefois précisé qu'il annoncerait sa décision finale au sujet de sa candidature après consultation de toutes les forces politiques égyptiennes. Il pourrait aussi bien présenter une candidature collective ou se retrancher derrière un boycott général. Dans une interview diffusée ce lundi soir, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, élu en 2014 après la destitution par l'armée du président islamiste Mohamed Morsi, a affirmé à quelques mois présidentielles de 2018 qu'il n'avait pas l'intention de briguer un 3e mandat en 2022. Puis au Nigeria, les autorités ont détruit plus de 54 tonnes de stupéfiants lundi à Kano. Cette action s'inscrit dans le cadre des efforts déployés pour débarrasser la ville des drogues illicites. Précisons que Kano est la ville qui concentre le plus de toxicomanes au Nigeria. Suivez plutôt. C'est un honneur et un devoir de nous adresser à vous aujourd'hui alors que nous nous réunissons pour assumer cette responsabilité solennelle et légale de détruire publiquement les drogues saisies par le commandement de l'État de Kano, de l'agence, comme l'ont ordonné les tribunaux. Saisir 54,244 tonnes métriques de médicaments dans un État, ce n'est pas une bonne nouvelle. Cela représente l'étendue et la prévalence de ces substances mortelles dans l'État. La tendance dans cet État est plus complexe parce qu'il s'agit de saisies de drogues multiples, toutes en quantité considérable. Compte tenu des statistiques disponibles et alarmantes sur la consommation de codéine dans l'État de Kano et ses environs, il est devenu obligatoire pour nous, en tant que citoyens, d'utiliser collectivement toutes les influences que nos positions nous confèrent pour faire campagne en faveur d'un financement accru de la NDLEA, tout comme le fait son Excellence, le gouverneur exécutif de l'État de Kano. Voilà, ce sera tout pour cette édition, mesdames, messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et très bonne suite de programmes sur Sika TV. À très bientôt.